Bonsoir tout le monde. Effectivement, un réel plaisir de revenir 7 ans plus tard. Merci Jacques. Premier remerciement à ton attention d'avoir repris contact avec moi. Merci au Café des Jardins de nous accueillir. Pour moi, un petit côté de nostalgie. J'étais au lycée à Saint-Paul juste derrière et j'en ai bu des canons ici. Mais c'est pas l'objet effectivement de la soirée. La science dans la lutte contre les crimes. Comme ça, pourquoi est-ce que vous savez que la police technique et scientifique a son siège à Lyon? Parce que toutes les directions sont toujours en région parisienne, et la seule, c'est la police technique et scientifique. Peut-être avez-vous un jour entendu parler d'Alphonse Bertillon. Alphonse Bertillon étant celui dont on entend toujours parler. Mais avez-vous entendu également parler d'Edmond Locard? Edmond Locard, sachez-le, c'est le fondateur de la police technique et scientifique en France. Et il a fondé son premier laboratoire dans les combles du palais de justice de Lyon. C'est la raison pour laquelle, après son installation en région parisienne, la police technique et scientifique est venue s'installer de nouveau dans son berceau initial qui était Lyon. Et donc, je travaille pour cette police technique et scientifique depuis maintenant un certain nombre d'années. Non, depuis fin 2013. Comment j'en suis arrivée là? J'aurais tendance à dire que je suis tombée toute petite dedans, mais mon parcours personnel m'a amenée à faire d'autres choses. J'ai fait de la psychologie, j'ai fait de l'anthropologie sociale, j'étais spécialisée en médecine chinoise, donc strictement rien à voir. Et après des reprises d'études et un concours passé, je suis à la police technique et scientifique. Je ne vais pas vous parler ce soir de ce que vous pouvez voir dans les médias, parce que dans ce cas-là, vous cliquerez sur Internet et puis vous ne me verrez pas, mais vous verrez des vidéos très intéressantes. Je ne vais pas vous parler non plus du futur de la police technique et scientifique, dont on entend également parler dans les médias. Je voudrais vous parler d'unités spécialisées, opérationnelles, qui œuvrent, alors pas au quotidien, heureusement, mais qui font aussi partie du quotidien des policiers scientifiques. Donc il existe, donc à côté de Lyon, au siège de la police technique et scientifique, 3 unités que je vous propose de vous présenter ce soir. L'UNI, Constox et l'UPIVC. Des petits noms barbares, vous allez me dire là tout de suite. On va commencer par l'unité d'intervention. L'unité d'intervention, c'est comme la police technique et scientifique que vous pouvez imaginer à travers les médias, dont vous avez peut-être quelques connaissances un petit peu plus scientifiques. Mais la particularité de cette unité, c'est de n'intervenir que dans le cas de scènes de crime majeures ou d'attentats. Comment cette unité se compose? Ce sont des policiers qui, au quotidien, ont d'autres spécialités. Ils sont spécialisés en document-écriture, en odorologie, en traces papillaires, en traces biologiques. On pourra revenir après si vous avez des questions sur chacune de ces spécialités, mais ce n'est pas vraiment l'objet de la présentation. Et donc, il y a une astreinte chaque semaine. Et en cas, comme je vous le disais, d'événements majeurs qui requièrent des technologies particulières, une professionnalisation particulière, ces personnels, qui au départ sont 3, vont intervenir sur des scènes de crimes donc majeurs ou d'attentats pour venir en aide aux services territoriaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, il y a un siège qui est à Lyon, c'est bien beau, on est 1200, mais il y a aussi, sur toute la France, 4000 agents qui sont principalement dans les commissariats et qui œuvrent pour de la police technique et scientifique de petite et moyenne délinquance ou pour des affaires criminelles en fonction des compétences de chacun. Voilà pour la première unité. La deuxième, le petit nom barbare que je vous disais, l'unité Constox. Soyez rassurés tout de suite, l'unité Constox n'a jamais eu à intervenir de manière opérationnelle à l'heure actuelle. Constox signifiant constatation en milieu toxique. Est-ce que vous avez entendu parler du NRBC? Nucléaire, bactériologique, radiologique, chimique, enfin tous les scénarios catastrophes qu'on pourrait avoir, qui ne sont pas encore advenus, qui touchons du bois, de la peau de singe, ce que vous voulez, n'adviendra jamais, n'empêche qu'il faut être prêt. Et la particularité du NRBC par rapport, j'allais dire, aux autres interventions en police technique et scientifique, c'est que le risque, il est présent. Quand on intervient sur une scène de crime, par exemple, notre corps, il est bien mort.
quand même pendant les attentats, on intervient sur les attentats, le périmètre a été sécurisé. Donc il n'y a pas de notion de risque pour le professionnel. Alors que le professionnel qui intervient en NRBC, il intervient vraiment au cœur d'un risque qui est d'un attentat NRBC. Donc cette unité, elle, se prépare depuis de nombreuses années à faire, par exemple, eux, c'est surtout des exercices interservices. Parce qu'effectivement, en cas de menace NRBC, il va y avoir beaucoup de services qui interviennent, certes les pompiers, parfois l'armée, les hôpitaux, et il faut que justement tous ces intervenants puissent travailler ensemble. Donc, constat que c'est dans la deuxième unité, donc comme je vous disais, j'ai pris des petites notes quand même pour être un peu exhaustif. Et donc la mission justement de cette unité est comme pour l'unité d'intervention, vraiment de recueillir des traces et indices sur la scène d'infraction, de pouvoir aussi œuvrer à l'identification des victimes de ces attentats NRBC. Et ce qui m'amène, je suis trop rapide, pas assez rapide, j'arrive pas à me rendre compte, ça va ? Ok. Ce qui m'amène à la troisième unité. Je vous parlais de l'UPIVC, qui est celle qui me tient le plus à cœur parce que je suis en train de faire un doctorat sur cette thématique, qui est donc l'unité police d'identification des victimes de catastrophes. À partir du moment où on va avoir une dizaine de victimes, il faut absolument que cette unité intervienne et rentre en ligne de compte dans l'identification des victimes de catastrophes. On se dit souvent, oui, mais il suffit par exemple de récupérer la pièce d'identité de la personne. Sauf que on ne sait pas, on s'en est rendu compte par exemple pour les attentats, ces trois copines qui vont au Bataclan, sauf qu'en fait il n'y en a qu'une qui garde sa veste, les deux autres mettent leur carte d'identité ou leur passe Navigo à l'intérieur de la veste de la copine, et effectivement si on part du présupposé que le passe Navigo appartient à la personne qui porte le blouson, ça amène des erreurs d'identification. Donc le principe de base, c'est effectivement de partir du présupposé que le corps dont on est en présence est forcément une personne qui sera sous X et qui sera identifiée formellement ultérieurement. Comment on fait pour identifier formellement une victime ? Il y a ce qu'ils appellent les identifiants primaires. Ils sont au nombre de 3 et il faut forcément qu'il y en ait un des 3 qui soit concordant pour pouvoir dire que la personne, elle est officiellement et formellement identifiée. Ça va être l'ADN, ça va être les traces papillaires et ça va être l'odontologie. Donc l'odontologie, tout ce qui touche après le dentaire, qui sont uniques. Comment on va procéder ? D'abord, effectivement, il y a une première équipe qui va aller sur le lieu de la catastrophe. Donc ça peut être une catastrophe naturelle. Donc ils ont œuvré pour le tsunami, ça peut être un accident ferroviaire, ça peut être un crash d'avion, ça peut être un attentat. En tout cas, à partir du moment où il y a plus de 10 personnes décédées, on lance l'IVC, l'identification des victimes de catastrophe. Donc la première étape, effectivement, c'est que l'unité d'intervention va travailler en même temps que l'unité d'identification des victimes de catastrophe. L'UNI, de son côté, elle va ramasser et récolter les traces et indices sur la scène d'infraction parce qu'il y a une enquête à mener. Et effectivement, il y a des auteurs à identifier. Ça, c'est leur mission à eux. Et de l'autre côté, la première équipe de l'identification des victimes de catastrophe, elle va récupérer les corps pour pouvoir les amener à l'institut médico-légal ou dans un hôpital de campagne si, par exemple, ils interviennent à l'étranger. Ils interviennent à l'étranger à partir du moment où il y a des victimes françaises qui sont potentiellement sur le lieu de la catastrophe. Ça va être la première équipe. Après, il va y avoir deux équipes. La première, on l'appelle la cellule antémortem. La cellule antémortem, elle va être confrontée aux familles des victimes. Pour vous expliquer, d'ailleurs, vous pourriez y avoir accès, c'est une méthodologie qui a été édictée par Interpol qui est aussi à Lyon. Et cette méthodologie, vous pouvez la retrouver sur Internet, elle est en accès libre, il y a un vrai guide qui vous explique comment on identifie des victimes, qui vous montre aussi les formulaires qui sont utilisés par les professionnels pour pouvoir identifier. Et donc, il y a deux formulaires, le jaune et le rose. Et donc, la première équipe, la cellule antémortem, va poser des questions à la famille qui pense que son proche fait partie des victimes.
en lui demandant par exemple comment elle était habillée le matin même. Est-ce qu'elle a des signes distinctifs? Est-ce que par exemple elle porte une prothèse de hanche? D'essayer de récupérer après les adresses des dentistes, voire après faire une comparaison. Parce que comment on peut identifier une victime à partir du moment où on peut comparer des effets personnels de cette victime de son vivant avec ce qu'on va pouvoir récolter sur le corps de la victime à l'Institut médico-légal. Et donc la seconde cellule, elle, c'est la cellule post-mortem qui, elle, donc, va récupérer le même type d'informations, va récupérer l'ADN, va procéder aux empreintes digitales, va faire un panoramique dentaire, et donc après, tous ces éléments-là, récoltés donc par cette cellule antémortem et post-mortem, vont être comparés. Et il y aura une nouvelle cellule qui s'appellera la cellule rapprochement, qui elle va dire, bon bah voilà, moi j'ai telle personne qui a tel âge, qui est de sexe féminin, qui présente telle ou telle particularité, ben moi aussi, parmi mes victimes que j'ai pu... 5 minutes, promis. Parmi les victimes, j'ai effectivement un profil, il faut toujours se faire le gardien du temps. J'ai un profil qui correspond, et donc ça ne sera qu'après la dernière phase, qui est la phase d'identification proprement dite, où là il y aura aussi la présence d'un magistrat, d'un officier de police judiciaire, des différents membres de la cellule qui vont prononcer officiellement l'identification. Et ce qui explique parfois que ça prend du temps, parce qu'il n'y a pas de droit à l'erreur, et que c'est à la fois une mission effectivement judiciaire, mais aussi une mission humaine, où l'objectif étant avant tout à la famille de pouvoir récupérer le corps de son proche, formellement identifié, et de pouvoir entamer son processus de deuil. Merci. Ça, c'est 5 minutes qui sont rapides. Bon, merci Bérangère. De toute façon, on aura le temps de discuter. La parole maintenant à Stéphane, jeune avocat qui va nous faire participer à toute sa découverte de ce métier. Merci beaucoup. À mon propos, je tiens à vous remercier parce que c'est un véritable plaisir d'être présent parmi vous. C'est un exercice auquel je ne suis pas habitué. Autant je suis à l'aise quand il s'agit d'enfiler la robe et de plaider dans un tribunal, autant là, c'est quand même un peu plus compliqué. Je ne m'attendais pas à tant de moyens. Le projecteur dans les yeux, c'est un régal. Mais au moins, vous direz, un peu moins, donc c'est moins de stress. On attend France 2 là. Parfait. Moi, je vais aller vite. Alors, avant de commencer, quelques propos liminaires. Ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas coutumiers de la matière juridique, pour vous expliquer comment ça fonctionne, en droit, vous avez des principes cardinaux et vous avez une multitude d'exceptions. Quand vous avez compris ça, vous savez que vous avez des difficultés de vos études et de votre exercice, mais si je vous explique cela, c'est que j'ai fait le choix, dans le cadre de cette prise de parole, d'orienter mon propos davantage sur les principes cardinaux, que je vais parfois simplifier un peu afin que ça soit plus digeste. Vous verrez, heureusement que j'ai déjà fait ce travail parce que c'est compliqué peut-être pour vous de me suivre sur certains développements. Si c'est le cas, je ne serai pas répondre à la question. Et surtout, dans une problématique, pour essayer d'être un peu plus didactique et concis, je ne pouvais pas balayer l'intégralité du sujet. Je pense qu'on pourrait y passer des jours, aussi bien du côté des techniciens que du côté des praticiens de droit. Le sujet c'est donc le suivant, de savoir comment la science pouvait intervenir dans la lutte contre le crime. C'est mieux ? Dans la lutte contre le crime. Et à cette fin, je tiens tout d'abord à apporter deux précisions. La première, c'est que j'entendrai ici par crime toute infraction pénale, indifféremment de sa gravité, il s'agit de contravention, de délit ou de crime au sens strict. Et par science, j'entendrai toutes les disciplines scientifiques, aussi larges soient-elles, comme par exemple la biologie, la balistique ou l'informatique. C'est vraiment au sens général du terme. Une fois que ces bases ont été posées, la vraie question du sujet, c'est de savoir dans quelle mesure la science permettait de lutter contre le crime. Quand vous posez cette question, vous avez deux façons de voir les choses. Vous pouvez voir une lutte contre le crime avec une intervention de la science dans
post-delictuum, c'est-à-dire après la commission de l'infraction, ou ante-delictuum, avant que l'infraction soit commise. Pour ceux qui l'ont vu, c'est ce qui se passe dans le film Minority Report. Vous avez dans un futur lointain des cellules de police qui bénéficient de moyens complètement futuristes, ce qui leur permet de détecter et d'appréhender les auteurs de futures infractions pénales avant même qu'elles aient l'idée de les commettre. Vous imaginez bien qu'en France, on n'en est pas là. Heureusement, la science intervient essentiellement post-delictuum, c'est-à-dire après la commission de l'infraction pénale. Elle intervient de la façon suivante, c'est-à-dire qu'elle a un rôle prépondérant dans le recueil et la collecte, ainsi que l'analyse d'indices, de preuves, d'éléments probatoires. C'est dit très rapidement, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette question de la preuve, c'est vraiment l'élément fondamental du procès pénal, puisque la preuve est véritablement le fil de trame de tout le processus pénal. C'est-à-dire que vous allez retrouver cette question de la preuve du début jusqu'à la fin. Du début, puisque c'est à l'autorité de poursuite qu'il revient d'apporter la charge de la preuve, jusqu'à la fin, puisqu'il appartiendra au juge d'expliciter sur quelle preuve il s'est fondé pour arriver à une décision de culpabilité. Cette preuve est d'autant plus importante que c'est presque un élément vivant, c'est-à-dire que la preuve va évoluer du début jusqu'à la fin. Au début, vous aurez des indices qui, s'ils sont suffisamment importants ou nombreux, deviendront des indices graves et concordants qui vous permettront, par exemple, d'ouvrir une information et de mettre en examen quelqu'un. Des indices graves et concordants, le juge d'instruction va en faire des charges qui seront utilisées par le ministère public, l'autorité de poursuite, pour fonder ses réquisitions. Charges qui deviendront des preuves lorsque le juge aura décidé de faire tomber la présomption d'innocence et de condamner quelqu'un. Donc vous le voyez, ce recueil de la preuve est vraiment un élément fondamental dans le processus pénal et c'est même le cœur de notre discipline. Une fois qu'on a dit ça, on peut se poser la question de savoir quelle est l'importance de la science, de la preuve scientifique dans le procès pénal. Vous avez deux façons de voir les choses schématiquement. Vous pouvez imaginer un système de preuves légales, c'est-à-dire que les preuves qui sont admissibles sont limitativement énumérées dans un code et ont une valeur probatoire différente. Par exemple, l'ADN, la preuve ADN pourrait avoir plus de valeur qu'un témoignage, mais moins de valeur qu'un aveu. Ou vous avez le système de la preuve libre. La preuve libre, c'est-à-dire que vous pouvez produire tout type de preuves qui pourraient donner raison sur votre position. En France, on est dans ce système-là, c'est-à-dire que vous pouvez produire toutes les preuves que vous voulez, et plus encore, chaque preuve a une valeur équivalente aux autres. Il n'y a pas de preuve supérieure, c'est-à-dire qu'une trace ADN n'aura pas une valeur supérieure à un témoignage. Un exemple concret de ça, c'est ce qui s'est passé par exemple aux assises de Bourg-en-Bresse début avril. Vous avez cette affaire qui a été jugée, à savoir le meurtre de la postière, Madame Burga. Très rapidement avait été mis en cause un individu, M. Diallo, parce qu'il avait été retrouvé un mélange ADN qui était composé de son ADN à lui et du sang de la victime. Dès le début, il a proclamé qu'il était innocent. Le ministère public a requis 30 années de réclusion criminelle. Il a été acquitté. Donc vous voyez bien ici que ce n'est pas parce que vous avez une preuve ADN qu'on peut penser comme étant une preuve parfaite que vous allez nécessairement pouvoir en déduire que la personne est coupable. Cette question est particulièrement importante puisque ça amène à une nouvelle question qui pour moi est vraiment ce qui m'a intéressé le plus dans ce débat, qui est la question de savoir quelle devrait être la place de la preuve scientifique dans notre société. Je vous ai dit au début qu'il y avait deux façons de voir les choses, ante-post-delictuum. Je vous ai un petit peu menti, en fait, c'est plus compliqué que ça. La commission d'une infraction pénale n'est pas quelque chose qui vient spontanément. C'est la conséquence d'un cheminement criminel, en droit on appelle ça l'itercriminis, qui est composé de plusieurs éléments. Schématiquement, on commence par avoir une idée de commettre un crime, ensuite vous délibérez intérieurement sur le fait de le commettre ou non, puis vous êtes résolu à le commettre. Une fois que vous êtes résolu à le commettre, vous commencez à extérioriser cette idée. Une fois que vous avez extériorisé cette idée, vous passez aux actes préparatoires, vous regroupez par exemple le matériel, puis vous passez à la phase de commencement d'exécution et à la phase de l'infraction pour qu'on en parle. Dans notre système français, le législateur cherche à intervenir de plus en plus tôt dans cette chaîne criminelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'attend pas la commission d'une infraction, on peut déjà réprimer quelqu'un lorsqu'il a commencé à exécuter l'infraction.
c'est réprimé par le biais de la tentative. Mais plus encore, le législateur va chercher à intervenir plus tôt, dès les actes préparatoires, pour mettre en échec une simple idée criminelle. Singulièrement, c'est ce qui passe en matière terroriste avec l'association de malfaiteurs. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le but du législateur de chercher toujours à intervenir le plus tôt possible. S'il cherche à intervenir le plus tôt possible, c'est parce que l'objectif poursuivi ici, l'objectif dont il cherche à démontrer la suprématie, est celui de la sécurité. Vous avez dû entendre, notamment avec les derniers enjeux politiques, cette phrase « la sécurité, la première des libertés ». Donc on vous fait miroiter un risque zéro en vous expliquant que dans la poursuite de cette quête effrénée du risque zéro qui est inaccessible à mon sens, on peut intervenir en amont, mais ça viendra nécessairement par forcément une limitation de vos libertés. Une limitation de vos libertés, et si j'en viens à là, et pour moi c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est déjà l'œuvre. Pour ceux qui se souviennent, en 2019 à Saint-Étienne, il y avait un projet qui visait à mettre en place des micros à différents endroits de Saint-Étienne pour entendre et détecter la commission d'infractions pénales ou des accidents ou des départs de feu. C'est-à-dire des dispositifs qui vous écoutent pour mieux vous protéger. Vous pouvez penser également à Prism aux États-Unis, qui a été dénoncé par Edward Snowden, où vous avez la NSA qui aspirait de façon massive les données des citoyens américains pour essayer de prévenir la commission d'infractions terroristes à venir. En France aussi, la DGSI par exemple, en dehors de tout cadre légal, ça a été mis au jour après l'éclatement de ce phénomène Prism, mais collectait de façon massive vos métadonnées, c'est-à-dire pas le contenu de vos messages, mais les numéros de téléphone, les heures de connexion, les endroits où vos téléphones émettaient, et de ces éléments-là qui sont a priori anonymes, on pouvait recouper un certain nombre de données, savoir avec qui vous étiez en contact, à quelle fréquence, donc potentiellement, est-ce que vous connaissez les terroristes, est-ce que vous en êtes vous-même, terroriste. Tous ces éléments-là, toujours dans cette recherche de la sécurité. J'en viens à cette question-là parce que vous connaissez sans doute cette phrase dont on attribue la paternité à Benjamin Franklin qui disait « Un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour plus de sécurité mérite ni l'un ni l'autre et finira par perdre les deux. » Ce n'est pas tout à fait la phrase de Benjamin Franklin, mais l'idée est celle-ci. Et si j'en viens là, c'est parce que cette question-là de savoir quelle est la place qu'on devrait donner à la preuve scientifique dans le procès pénal et plus encore dans la société, c'est une question à laquelle vous devez vous-même répondre, parce que ça pose la question de savoir qu'est-ce que vous êtes prêt, vous, à accepter pour vous sentir un peu plus en sécurité. Je vous remercie. Merci à vous deux. Merci à vous deux pour vos deux exposés qui sont vraiment très, très précis. Vous avez vraiment mis le doigt sur les deux parties, bien différentes, mais qui ne vont pas l'une sans l'autre, effectivement. Je vais laisser les questions se poser dans le public. Moi, personnellement, j'en ai, mais je vais les garder encore un petit peu. Qui se lance pour la première question? Ça va. Une question simple. Qui détermine, qui dit qu'une crime de scène est majeure ou mineure? C'est-à-dire que vous intervenez actuellement. Il y a des niveaux d'habilitation qui sont différents en fonction des services. Donc, il fait qu'on va avoir, par exemple, alors, attention aux mots que je vais employer, ils ne sont pas dépréciatifs. Quand je parle de petite délinquance, donc du cambriolage, ça ne veut pas dire que ça a moins d'importance que celle de crime majeur, mais qu'elle a à être traitée avec la même attention. Donc il y a des gens qui sont spécialisés sur la petite et moyenne délinquance, et les services qui sont dispatchés sur le territoire, eux, vont avoir un niveau d'habilitation qui seront supérieurs, par exemple dans les services régionaux, donc pour pouvoir traiter de la scène de crime, et pas de la scène délictuelle, là où on en vient à la différence chez nous qui a d'importance, et chez Stéphane aussi, mais avec plus de simplification pour ce soir. Et donc, il fait que c'est encore un niveau d'habilitation supplémentaire. C'est une histoire de formation. En fait, si on fait partie, par exemple, de l'unité d'intervention, c'est qu'on a la formation de base et des formations encore plus haut. Après, qu'est-ce qui détermine, vous voulez dire, sur le terrain, une scène majeure? Souvent, c'est par le nombre de victimes, c'est par l'importance politique qu'il peut y avoir derrière,
Le désarmement de l'EPA, par exemple, a été initié par l'unité d'intervention et pas par les services régionaux du Sud-Ouest, par exemple. Après, souvent, c'est le service régional qui intervient et qui, lui, va arriver au bout de ses possibilités et donc va faire appel au niveau supérieur de compétences, si vous voulez. Sur cette même question? Oui, si vous voulez, je veux dire, vous pouvez intervenir sur la même question, hein, si vous avez... Alors, il n'y a rien à dire, il n'y a rien. Je n'aurais pas tellement Okay. de précision à apporter là-dessus. Je veille toujours à la parité. Bon, bonsoir. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'acceptation du contrôle des libertés et la manière de réduire sensiblement les crimes. J'ai mon frère qui vit à Shanghai depuis 20 ans. Je peux vous dire qu'à Shanghai, la délinquance, avec les caméras, le fichage, il n'y en a pas. Vous faites voler le volet, s'il y a un vélo qui disparaît, il le retrouve en 24 heures. Ma question, c'est que, est-ce qu'on peut imaginer, je fais un peu la provocation, hein, mais un fichier où chaque citoyen français, en tout cas résident français, aurait son ADN fiché quelque part, est-ce que ça permettrait de résoudre, je dirais de manière très rapide, ou en tout cas d'orienter les services de police vers, a priori, si on trouve une trace d'ADN sur une trace de crime, ça permettrait de gagner un grand fou, alors au prix d'une suspicion immédiate, de liberté très, très réduite, hein. Mais est-ce que c'est pas une piste vers laquelle il faudrait s'orienter? À la limite, si vous avez à reprocher, spontanément, je n'ai pas envie de faire un crime. Si j'en commets un sous l'emprise d'alcool, ce que vous voulez, je trouverais naturel que le rapprochement se fasse. C'est un peu provoquant, mais est-ce que vous pensez qu'un jour on ira vers cette piste? Très bonne question, merci. Alors honnêtement, j'espère pas. Alors il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est ce que vous avez dit, une base ADN qui soit commune à toutes les personnes. Comme je vous le disais dans l'exemple que j'ai donné, l'ADN, ça permet juste d'expliquer qu'on a trouvé l'identité génétique de quelqu'un à un endroit donné. Ça ne permet pas de prouver que la personne a commis un crime. Vous avez eu l'exemple dans l'affaire que j'ai citée, mais un dossier au cabinet, par exemple, on avait retrouvé l'ADN d'un client dans une voiture qui avait été utilisée pour un braquage de mémoire. L'ADN était présent sur un mégot. L'ADN, ça se transporte. Il n'y a pas de preuve parfaite. Il n'y a pas une preuve qui vous permettrait d'établir avec une certitude absolue que telle personne a commis telle infraction. Ce qu'il faut savoir aussi sur l'ADN, c'est qu'à partir du moment où vous êtes mis en cause seulement, pas condamné, mis en cause dans une affaire de meurtre, donc d'infraction, d'agression sexuelle, de viol, votre ADN est collecté et conservé dans une base de données. Ça pose déjà question, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes acquitté ou relaxé que la base de données est effacée. De vous-même, vous devez faire les démarches nécessaires pour justifier que voilà, il ne faut plus conserver ces données, mais ces données existent. De la même façon, est-ce qu'il pourrait exister un fichier commun qui regroupe toutes les données personnelles permettant de caractériser un individu? Je ne pense pas, mais je ne pense pas que ça soit utile pour atteindre ce but également. Il suffit de recouper tous les fichiers qui existent déjà, celui qui contient le numéro de votre carte grise, votre numéro de sécurité sociale, votre dossier médical, depuis le pass vaccinal, vos données médicales qui sont présentes par exemple sur le QR code, que la personne qui va vous scanner ne verra pas, mais qui sont inscrites dedans. Si vous trouvez un moyen de recouper toutes ces données avec les métadonnées dont je parlais qui sont collectées, vous pouvez retracer la vie de tout le monde. La question qui se pose, encore une fois, c'est de savoir qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner votre vie privée? Parce que la question c'est ça. C'est si on peut vous suivre en toute heure, en tout lieu, tout ce que vous faites peut du jour au lendemain être rendu public. Est-ce que vous êtes prêt à vivre dans une société où il n'y a plus de jardin secret? Ça, c'est vous qui devez y répondre. Pour ma part, j'aime bien pouvoir faire ce que j'ai envie de faire de mon temps libre sans avoir forcément à rendre des comptes. Après, peut-être qu'effectivement, ça permettrait de diminuer les risques de commission d'infraction pénale. Comme je vous le disais, à mon sens, pas mathématicien, mais pour moi, le risque zéro n'existe pas. C'est une question d'appréciation, je dirais même que c'est une question politique. Ma réponse sera similaire et complémentaire.
Bien sûr, si je me base que sur la science, je dis oui, document des fichiers, bien évidemment, à partir du moment où il y a la commission d'une infraction, ça permet de comparer. Ça permet d'identifier. Banco. Faire une réponse de citoyen, qui sera la même. Moi, j'aime bien mon jardin secret quand même. Vous donniez l'exemple de la Chine. Est-ce qu'on mettrait en place un crédit social à la française et de se dire « Ah, mince, j'étais pressée, j'ai pas traversé dans le passage piéton, et ben je vais pas pouvoir partir en vacances parce que j'aurai pas assez de points. » Et après, je ferai une réponse là encore similaire en disant « Alors, moi maintenant, je peux pas vous le faire, mais on va se serrer la main avant de partir. Vous êtes un bon donneur ADN et moi je suis un mauvais donneur ADN. Tiens, ce soir, je dors sur Saint-Étienne, je vais aller commettre une infraction. Je vais utiliser mes mains. Sauf que vous êtes mon bon donneur. Et que moi, j'ai votre ADN sur ma main. On va retrouver votre ADN. Et comme le dit Stéphane à juste titre, c'est pas parce qu'on va trouver de l'ADN sur une scène d'infraction que vous serez forcément l'auteur. Après, on a bien compris que c'était provoque. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de considération. Alors moi je me pose une question parce qu'il y a un cas récent assez connu. Comment est-ce qu'on peut condamner sans cadavre? Parce que quand une personne a disparu et qu'on condamne une personne pour le meurtre d'une personne qu'on n'a pas retrouvée, quelque part on condamne sans cadavre. Est-ce que c'est possible? Magnifique question. Merci beaucoup. On en discutera plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a d'une part ce que le code pénal dit. Okay. Donc le code pénal pour le meurtre, c'est le fait d'avoir volontairement donné la mort à quelqu'un. Donc il faut qu'il y ait plusieurs éléments. Il faut arriver à démontrer un résultat qui est la mort de la victime. Un fait violent et l'animus necandi, à savoir l'intention homicide, le fait d'avoir voulu tuer quelqu'un. Il n'est pas prévu, pour pouvoir incriminer quelqu'un, qu'il doit nécessairement exister un corps. Il suffit qu'il y ait des preuves qui permettent d'établir que quelqu'un qui est mort. À partir de là, on pourrait envisager et condamner quelqu'un pour meurtre, même si on ne retrouve pas le corps. L'autre chose qui est à côté de la théorie pure est la pratique. La question de savoir, c'est est-ce qu'aux assises, c'est-à-dire une juridiction qui est composée de 3 magistrats professionnels et aujourd'hui de 6 jurés tirés au sort parmi la population civile, parmi les citoyens, est-ce qu'un dossier pareil tiendrait? La réponse est compliquée puisque je pense que c'est du cas d'espèce. C'est-à-dire que si vous avez des éléments assez importants, vous trouvez du sang de la victime présumée en grande quantité dans les lieux de la personne qui est poursuivie, sur un matelas dont la personne aurait cherché à se débarrasser, vous avez un faisceau d'indices qui laisse quand même penser que quand bien même on n'a pas retrouvé le corps il y a eu. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui compte en fait, c'est les éléments de preuve que vous avez pour permettre de démontrer que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont remplis. Vous imaginez bien quand même que c'est pas tout... tous les cas je dis que cette situation se présente, bien heureusement. Et après, je pense que pour pouvoir condamner quelqu'un, allez, ça passe en première instance, mais également en appel, il faut qu'il y ait un dossier qui soit relativement solide sur les éléments de preuve qui existent, notamment sur tout ce qui a pu être fait au niveau ADN, traces de sang, enfin, tous ces éléments-là qui permettent de dire, ok, il n'y a pas de corps, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui permettent de dire qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a été tué dans cette pièce. Faut que je fasse un complément. Oui, je peux faire un petit complément. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire Flactif, la tuile du Grand Bornand, cette famille qui avait disparu, où on rentre chez eux, tout est propre, ultra nickel, pour une famille avec 2 enfants, c'était vraiment trop propre. Ce qu'il faut savoir, pardon, peut-être qu'il range bien, mais c'était vraiment clean, donc quelque part un petit peu louche. Et qui fait que quand là c'est une affaire de gendarmerie, et quand la gendarmerie est intervenue sur place, effectivement, elle a retrouvé en grande quantité avec ce qui s'appelle le Blue Star. Peut-être que vous en avez entendu parler, ou quand on pchit, ça fait du bleu.
qui étincelle, et quand ça fait du bleu qui étincelle, ça veut dire qu'il y a du sang même s'il a été lavé. Ils ont retrouvé beaucoup de sang. Ils ont dit donc que la famille Flactif, elle n'est pas partie à l'étranger. Et ils ont retrouvé aussi de l'ADN de l'auteur. Sauf qu'ils ne sont pas allés le chercher tout de suite. Ils ont attendu, effectivement, de mener l'enquête, de pouvoir récolter d'autres traces qui deviendraient des indices, en vue justement que ça devienne une preuve, pour pouvoir asseoir justement à être certain, effectivement, que l'auteur, au final, serait condamné. Voilà. C'est à Bérangère que je m'adresse. Je voudrais savoir quelle formation il faut suivre pour entrer dans la police scientifique. Alors, il y a la règle, et puis il y a le... Alors, me concernant, je serais loin d'être un exemple. Non, j'étais spécialisée en médecine chinoise. Voilà. Et grâce à un vieux monsieur, qui maintenant est vieux, est devenu mon mentor, j'ai fait les journées du patrimoine et j'ai visité un laboratoire qui m'a transcendé. Il faisait de l'anthropologie anatomique. Et il y avait possibilité de faire de la reconstitution faciale. On trouve un crâne, on ne sait pas à qui il appartient, on n'a aucune donnée, et on va quand même réussir à le reconstituer. Alors on n'est pas dans Bones, on se détend, on est à la pâte à modeler, à l'ancienne et tout, mais ça permet d'avoir un petit quelque chose. Bref, tout ça pour vous dire que c'est lui qui m'a donné le virus et il m'a dit viens dans mon laboratoire, passer un après-midi par semaine pour un petit diplôme, et à la fin de l'année il m'a dit mais il y a un tout nouveau master qui s'est ouvert, qui est à Nancy et qui fait de la médecine légale et de la criminalistique. Et qui était à l'époque, donc c'était en 2010, 11, je ne suis pas très fort dans les chiffres, m'a dit vous pouvez, voilà, c'est le premier officiel master qui existe dans le domaine et qui est spécialisé là-dedans. Internet, toilette, mais pas de souci. Et donc il fait que pour faire court, tout dépend où vous souhaitez finir à la police technique et scientifique. Si vous souhaitez finir en laboratoire et que ce qui vous intéresse, c'est la biologie, il faut faire un parcours en biologie et après passer, il y a des concours spécifiques de disciplines différentes. Donc le laboratoire, il va y avoir de la biologie, il va y avoir la spécialité chimie. Maintenant, il y a les spécialités aussi nouvelles technologies. On recrute beaucoup pour faire de la trace technologique. Donc au sens large, ça va être de l'audio, ça va être de la vidéo, ça va être de l'informatique, donc ça c'est une autre spécialité. Et après, l'image qu'on a plus véhiculée par les séries télé, qui est l'identité judiciaire, il n'y a pas de cursus propre en identité judiciaire en France. Après, il faut aller en Suisse, à Lausanne, qui propose un cursus très complet, très formateur, mais très très cher. Et qui n'assure pas après quand on rentre en France de pouvoir obtenir un poste. Mais en tout cas après c'est par petite information à droite à gauche, c'est bien d'avoir quand même des notions de droit pénal, à minima. C'est encore pas assez... Le milieu académique ne s'est pas encore assez développé en France. Là depuis quelques années, il y a une licence du côté de Lorient, qui elle propose un cursus unique en France justement de police technique et scientifique, mais ils en sont à la deuxième promotion, donc c'est vraiment tout récent. Mais en tout cas voilà, pour intégrer la filière, l'idéal étant d'avoir un cursus scientifique, donc de ne pas faire comme moi, de passer un concours, et puis après ça offre plein d'opportunités de mutation, où effectivement on peut commencer par exemple au fichier des empreintes digitales, et puis après aller aux traces technologiques et se faire former sur une spécialité en informatique, et puis quelques années plus tard se dire j'ai envie de faire du terrain et aller dans un service de terrain, et tout ça en étant une fois à Tourcoing, une fois à Lyon, une fois à Bayonne et une fois à Nantes. Pas de provocation, hein. Non, c'est ça. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est le concept qu'on utilise
pour plein de choses, est aujourd'hui utilisé en matière de lutte contre la pénibilité. C'est un avenir en police technique et scientifique. C'est les développements à l'heure actuelle tournent autour du portrait robot génétique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où logiquement quand on récupère une trace ADN, on ne se sert que de l'ADN, une partie de l'ADN qui s'appelle l'ADN poubelle, pour faire simple. Et l'ADN poubelle ne donnera aucune information sur votre physique. Va donner un profil génétique, mais pas sur votre physique. Et le portrait robot génétique permet, en prenant certaines sources sur l'ADN, de se dire, alors c'était la seule dérogation, c'était de savoir si vous êtes de sexe masculin ou féminin jusqu'à présent. Et avec le portrait robot génétique, on va savoir par exemple quelle est la couleur des yeux, il y avait quoi d'autre, les taches de rousseur, est-ce que vous allez souffrir de calvitie ou pas, enfin, c'est assez précis. Donc on développe ce truc-là. Et le deuxième gros développement, c'est effectivement l'intelligence artificielle qui, à terme, viendra mettre un niveau supérieur en termes de lutte contre le crime. J'arriverai à poser ma question. À vous d'abord. Il y a un domaine que vous n'avez pas évoqué, vous avez un coup de terrorisme, qu'en est-il aussi dans la lutte contre les mafias, la lutte contre la drogue, tout ça? Est-ce que c'est aussi la science sert aussi dans cette recherche-là? Oui. Alors, mafia, je suis moins certaine, parce que le but n'étant pas d'arrêter des mafieux, enfin, arrêter des mafieux à partir du moment où ils commettent une infraction. Après, en termes de stupéfiants, c'est un gros travail. On va dire, je vous présente un pain de cannabis. Le pain de cannabis, on le récupère. On va déjà pouvoir faire les empreintes digitales s'il y en a. On va pouvoir faire de l'ADN, avant même d'avoir ouvert son pain de cannabis, en fonction de comment il est impacté. Après, il y a toutes les informations qu'on va pouvoir récolter par rapport au produit. Le produit stupéfiant, d'où il vient? Où est-ce qu'il a été coupé? Est-ce qu'il a subi du transport? Est-ce que et on a des bases de données de stupéfiants justement pour pouvoir remonter cette chaîne. Et souvent, ça permet des rapprochements de se dire, ce pain-là qui a été découvert à Saint-Étienne est le même que celui qu'on a retrouvé quelques semaines avant. Et ça permet justement de pouvoir après remonter des filières, mais là c'est plus de l'ordre de la police technique et scientifique, mais du service enquêteur en charge de mener l'enquête par rapport à ces stupéfiants-là. Pardon. Après, c'est vrai qu'il y a plein de choses dont on ne parle pas. Par exemple, la terre, récupérer de la terre. La terre permet de remonter, là encore, on va chez un suspect, enfin, on trouve quelqu'un qui est mort, il y a de la terre à côté de lui, on va mener l'enquête, on va trouver une paire de chaussures, on va pouvoir regarder la terre, la comparer et savoir aussi si c'est la même terre qu'on a retrouvée chez le suspect et sur le lieu d'infraction. Moins connu, il y a ce qui s'appelle la palynologie, avec les pollens. Les pollens aussi, on peut en retrouver. Enfin, le spectre est vraiment très large. Et comme le disait Stéphane, vu qu'on est sur de la liberté de la preuve, toute preuve peut servir, enfin, en tout cas tout indice peut être un moyen de preuve après ultérieurement. Oui, peut-être pour ajouter, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ce type de criminalité, comme je vous le disais, il y a les principes, il y a le principe et il y a les exceptions. Tout ce qui concerne le terrorisme, la criminalité organisée, les stupes, il y a un régime procédural qui est particulier et qui permet plus facilement la mise en œuvre de mesures dérogatoires. Par exemple, sur les moments d'intervention pour des perquisitions ou pour venir appréhender des suspects, vous n'êtes pas tenu par les 6h-21h, vous pouvez venir à tout moment du jour et de la nuit, ou sur les techniques utilisées, par exemple la sonorisation d'une pièce, c'est-à-dire que vous n'allez pas seulement écouter une ligne téléphonique, vous allez rentrer dans un lieu privé pour placer des micros et écouter, ou de la géolocalisation en temps réel. Donc tout ce pan de la criminalité, c'est vraiment un pan qui est vraiment un cheval de bataille particulier pour la politique pénale. Et vraiment, la mise en œuvre des techniques et des possibilités est bien plus large pour ces criminalités-là
que, comment j'ai envie de dire, le droit commun, le meurtre, le viol, ce genre de choses. Quand on a des victimes de nationalités différentes, comment se passe la coopération entre les différents pays concernés? En 2022, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Non. Le plus gros challenge en termes d'identification des victimes, ça a été le tsunami en Thaïlande en 2004. Forcément, pas forcément pas d'ailleurs, différences culturelles, où pour certaines cultures, effectivement, l'objectif c'est d'enterrer son mort le plus rapidement possible, ce qui, dans notre pensée occidentale, nuit fortement à l'identification. Et puis, effectivement, une grande coopération, c'est à l'époque un peu l'Australie qui a chapeauté tout ça parce qu'ils avaient eu plusieurs affaires d'identification au préalable, donc ils avaient une certaine expérience. Et en fait, toutes les unités sont arrivées comme des balles en se disant nous on veut nos Français, nous on veut nos Belges, nous on veut nos Allemands. Sauf qu'une fois que le corps a séjourné dans l'eau, je ne vous donnerai pas de détails, mais il n'y a pas d'identification possible de nationalité, ni parfois de couleur de la peau, ni parfois même de sexe de la personne qu'on a en face de soi. Donc ça a été vraiment éprouvé à ce moment-là. En termes de coopération internationale, ça fonctionne bien pour la simple raison que c'est Interpol qui chapeaute. Donc Interpol arrive en disant on a édicté les guides, on a édité les formulaires, donc on va suivre le formulaire à la lettre. Donc j'aurais tendance à dire qu'en termes de coopération internationale, ça fonctionne bien parce que la méthodologie est la même. Après, le but étant d'apporter son concours et d'identifier le plus rapidement possible. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas cette notion politique ou des fois certaines chaînes hiérarchiques qui peuvent un petit peu se tirer dans les pattes, ou sur une mission comme l'identification, c'est quand même redonner une identité à une victime, c'est à mon sens la mission la plus noble de la police technique et scientifique, donc tout le monde avance sur le même chemin. Mais donc, je viens de repenser à votre question qui n'était peut-être pas la réponse que je viens de faire, mais qu'après, il y a aussi toutes les ambassades qui rentrent en ligne de compte et qui vont, à partir du moment où on arrive à la mission d'identification et la cellule d'identification, après c'est aussi les ambassades qui prennent la suite pour pouvoir faire une annonce d'identification avec la personne qui a fait l'entretien antémortem et qui après se charge en fonction des législations des différents pays, du rapatriement du corps et tout ça. Donc il y a aussi beaucoup effectivement les ambassades et consulats qui ont une grande part dans ce processus-là. Je vais poser ma question, qui est une grande question d'une grande naïveté. Moi j'ai l'image que j'ai de la police scientifique, de la justice. C'est souvent par deux voies, c'est la littérature d'une part et les médias d'autre part, la télévision. Donc je mettrais d'un côté un genre littéraire bien connu qui sont les policiers, où on retrouve presque toujours un commissaire un peu farfelu, mal dans sa peau, et puis qui se balade dans tout le livre et qui finit par trouver l'assassin, avec des preuves plus ou moins scientifiques, mais pas trop en général, c'est souvent des déductions farfelues. Et puis de l'autre côté, c'est un peu l'inverse, c'est les séries américaines, où alors là, on trouve un cadavre, c'est la cavalerie qui arrive, les scientifiques, tout le médecin légiste voit des choses absolument fantastiques qu'on n'imaginerait même pas. Et puis, on trouve l'assassin. Et bien, je me dis, combien il y a de personnes qu'on n'a jamais retrouvées comme ça dans la vraie vie, qui ont commis des crimes et qui courent et qui vivent tranquillement. Et je me demande si c'est peut-être pas la majorité, ou peut-être moins, je ne sais pas. C'est un peu la question que je voudrais vous poser. Quelle est votre vision sur ce que vous ne voyez pas ou ce à quoi vous n'arrivez pas? Merci pour la patate chaude. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en pratique, c'est très loin de ce que vous pouvez lire généralement ou voir.
Déjà sur le commissaire qui file à tout va, ça se passe pas comme ça. Hein. Vous avez l'enquête, si on est dans le cadre d'une enquête de flagrance ou l'enquête préliminaire, c'est-à-dire au tout début de la procédure, c'est sous l'autorité du ministère public, du procureur de la République, qui se substitue, qui, une fois que les officiers de police judiciaire ont rendu compte, vont décider soit de prendre le dossier pour potentiellement le renvoyer pour une juridiction de jugement, soit saisir pour les affaires les plus complexes ou les infractions les plus graves, les crimes, ouvrir une information, donc transférer le dossier à un juge d'instruction. Ça ne court pas dans tous les sens, c'est organisé et vous avez régulièrement sur des dossiers des ordres, des directives du ministère public qui dit à ces enquêteurs, écoutez, vous entendez telle ou telle personne, faites-moi un retour derrière et on voit ce qu'on fait. Donc c'est quand même très hiérarchisé, très organisé et on n'est pas dans cette situation où c'est un peu la course à l'échalote au final, et puis si on attrape quelque chose, tant mieux, si on n'attrape pas, tant pis. Alors après, effectivement, il y a des affaires qui défient un petit peu l'entendement. Le plus connu actuellement, c'est Dupont-Ligonnès, qu'on croit voir à tous les coins de rue, mais finalement qu'on ne retrouve jamais. À mon sens, si ça nous passionne autant, c'est parce que c'est l'exception plus que la règle. C'est-à-dire que si c'était quelque chose de récurrent, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, il n'y aurait pas vraiment d'enjeu. Pour être régulièrement au tribunal, j'aime à penser quand même que sur la plupart des infractions qui sont commises, on arrive, dans la majorité des cas, à remonter jusqu'à des auteurs potentiels et parfois jusqu'à des condamnations. Condamnation s'il y a lieu, parfois pas de condamnation parce qu'il n'y a pas d'éléments objectifs qui permettent de faire tomber la présomption d'innocence, mais ce qu'on peut appeler les cold cases qui existent vraiment, je ne pense pas que ce soit vraiment le plus gros des dossiers qui restent en suspens au sein des différents tribunaux ou des bureaux de police. Toujours pas formulé de réponse. Je sais pourquoi, parce que j'ai pas de chiffres à l'appui. C'est compliqué de savoir effectivement entre ce qui est de l'ordre de la représentation et ce qui est de l'ordre de la réalité. Des gens qui meurent et des gens qui passent en autopsie, il y en a effectivement beaucoup. Ça, c'est un fait. Après, là encore, je ne peux pas répondre parce que le travail de la police technique et scientifique, on a rarement un retour de est-ce que l'auteur a été identifié, est-ce que l'auteur a été condamné. On n'a pas ce retour-là. C'est pour ça que ça m'est difficile de répondre, c'est de se dire on a des statistiques qui nous sont propres, combien on va faire de traces papillaires par mois, combien on va pouvoir identifier d'individus, ça on sait, combien il y a de gens dans les bases de données, ok, ça on sait aussi, mais vraiment sur toute la chaîne, mon travail s'arrête au moment où celui de Stéphane commence, enfin, plus ou moins. C'est un peu pour ça que vous êtes là tous les deux. Bon, une autre question, après qu'on passera au quiz de Jacques. Je ne suis pas sûre que ça vous concerne directement, mais moi la question je me pose la question de qui enquête sur les crimes de guerre. Oui, mais je sais. Est-ce que ça ne concerne que l'armée? Enfin, qui enquête sur les crimes de guerre? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certaines infractions particulières, par exemple le crime de guerre, qui répond à une définition stricte, même titre que le génocide, qui sont de la compétence de la Cour pénale internationale. Là, vous avez des enquêteurs spécialisés qui sont envoyés de plusieurs nationalités, qui sont envoyés sur des terrains de guerre la plupart du temps, et qui vont recueillir différents éléments permettant de savoir si, oui ou non, d'une part, il y a les éléments constitutifs du crime de guerre, et d'autre part, savoir s'il est possible de remonter jusqu'à les auteurs. Mais c'est pas de la compétence, c'est pas de la compétence étatique. En fait, c'est au-dessus. C'est un niveau au-dessus. C'est la coopération internationale. Davantage. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Si, effectivement, après, toujours volet police technique et scientifique, il y a eu pas mal de gens qui sont partis à l'époque au Kosovo, sur les charniers.
Là, en ce moment, il y a la police technique et scientifique et les gendarmes qui sont partis aussi en Ukraine. D'accord, donc français. Français. Mais toujours, comme le dit Stéphane, dans le cadre de la coopération internationale. En fait, comment ça se passe? C'est un pays tiers, soit parce qu'il n'a pas d'unité compétente, soit parce que ça dépasse la capacité du pays, fait appel chez nous donc à Interpol, via, en fait, si vous voulez, chaque pays membre d'Interpol a un bureau national au sein du pays. Donc, on va faire appel à son bureau national en se disant, bon bah voilà, là on a besoin d'aide. Toutes les demandes vont pouvoir remonter au niveau international en se disant, alors après je ne sais pas au niveau décisionnaire comment ça se passe sur tel ou tel pays qui va venir. Souvent c'est en fonction de s'il y a des ressortissants du pays. Si on prend la France, il y a des ressortissants français parmi les victimes qui fait qu'il y a de la coopération, mais il peut y avoir aussi de la coopération, il y a de la coopération tout le temps. La police technique et scientifique, elle va régulièrement à travers le monde pour pouvoir dispenser des formations dans d'autres pays pour justement en arriver à ce que la planète entière soit au fait de qu'est-ce que la criminalistique et être à même de pouvoir gérer eux, et que si ça dépasse quand même leur capacité, de faire appel à d'autres personnes. Juste une petite question organisationnelle. Du coup, vous avez parlé de services régionaux. Et est-ce que, justement, dans le cadre de coopération internationale, il y a des services, on va dire, extra-régionaux qui sont uniquement mis à contribution pour les interventions à l'étranger? C'est les trois unités que je vous ai présentées. C'est celles, justement, qui sont à Lyon, qui partiront de manière préférentielle sur ce site-là. Après, par exemple, si on prend toujours l'identification des victimes de catastrophes, il y a des gens qui, dans les services territoriaux, sont formés et vu qu'ils font partie du vivier de l'IBC, sont aussi... je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour l'Ukraine. Là, pour l'Ukraine, les gendarmes sont partis. Je ne vous cache pas qu'il y a toujours une petite guerre, police, gendarmerie, de qui va gagner. Je pense que tout le monde va fusionner, on n'en parlera plus. Ça, c'était la parenthèse. En plus, c'est enregistré, donc ça y est, je suis embêtée de ce que je viens de dire. Bref, tout ça pour dire qu'on a reçu un email, toutes les personnes qui faisaient partie de ce vivier, en disant, voilà, aujourd'hui, mardi, 10h, d'ici 14h, je veux savoir qui est disponible pour pouvoir partir en Ukraine. Vous répondez oui, vous faites votre pactage, vous montez dans un avion militaire et vous allez travailler. Voilà comment ça se passe. C'est sur la base du volontariat et avec l'accord bien sûr de la hiérarchie en fonction du travail, parce que comme je le disais, tout le monde fait son travail du quotidien. Et en plus, dans un cadre exceptionnel, extraordinaire, on peut être appelé à justement intervenir dans d'autres cadres. Je voudrais simplement faire une remarque sur les crimes de guerre. Il ne faut pas en oublier le côté politique. Lorsque les États-Unis ont vaincu le Japon, le général responsable des forces aériennes, dont j'ai oublié le nom, a dit « Aujourd'hui, on me traite comme un héros, mais si on avait perdu la guerre, je serais un criminel de guerre avec ce que j'ai fait. » Bon, pas de commentaire. Alors, de triste mémoire, on se rappelle tous des attentats lors du Bataclan, et on avait appréhendé tous les auteurs, ils avaient été morts, et on voit tous les enquêteurs avec leur combinaison spatiale chercher des traces, etc. Donc pour se poser la question, dans la mesure où on a attrapé la personne en flagrant délit, à quoi ça sert? Merci. La question. La réponse la plus simple, c'est de dire que de toute façon, même si vous êtes attrapé en flagrant délit, vous êtes présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire intervient au moment du jugement. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'on vous considère autrement une personne innocente.
L'autre explication aussi, c'est de dire qu'au moment où on fait tous ces prélèvements-là, on n'a aucune idée du nombre de personnes qui ont pu intervenir pour rendre possible ce type d'opération. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a appréhendé sur les lieux un certain nombre d'individus qu'on a là l'intégralité des auteurs. Notamment parce que ce genre d'opération demande une préparation qui est particulière. On l'a bien vu notamment avec la question du logeur qui, lui, a même été interviewé par les chaînes d'information. On n'avait aucune idée à ce moment-là que cette personne-là était intervenue et avait pu procurer le gîte et avait permis notamment à Sarah Abdeslam, si j'ai bonne mémoire, de prendre la fuite jusqu'à la Belgique. J'ai pas de commentaire particulier à faire. C'est toujours de se dire, ok, on va relever une trace. On ne sait pas si elle va servir ou pas. Est-ce que cette trace va devenir un indice? Et quitte à me répéter une nouvelle fois, peut-être que ça servira de preuve, peut-être que ça ne servira pas. J'aurais aussi tendance à dire, mieux vaut peut-être pécher par excès que de se dire après coup, quel policier disait qu'en fait une scène de crime ne sert bien qu'une fois. Et si effectivement toutes les traces potentielles ne sont pas récoltées à l'instant T, on n'a pas forcément le déroulé de l'histoire à l'instant T, donc mieux vaut effectivement prélever et voir après, plutôt que de se dire que des indices ont été perdus en se disant qu'effectivement l'auteur présumé avait été appréhendé au flagrant délit. Juste une différence entre l'indice et la preuve. Enfin, à quel moment un indice devient une preuve? Bon, ça se passe de chez moi à chez lui. En fait, c'est ce que je disais dans mon propos. Au début de la chaîne pénale, on ne parle pas de preuves, on parle d'indices qui deviendront potentiellement graves au concordant s'ils sont suffisamment importants ou si plusieurs indices pointent dans la même direction. Une fois que vous avez passé cette étape, on va dire au début de la procédure pénale, enquête préliminaire, enquête de flagrance, quand le ministère public prend ses réquisitions ou par exemple qu'il renvoie un juge d'instruction pour qu'il y ait l'ouverture d'une information, le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge. C'est-à-dire que les indices graves ou concordants, qui permettent soit d'inculper ou disculper le mis en cause, le mis en examen, deviendront des charges. Ces charges-là, elles seront utilisées ensuite par le ministère public parce que le dossier lui revient, c'est lui qui soutient l'accusation. Elles seront utilisées par le ministère public pour démontrer qu'effectivement, s'il requiert une peine contre un individu, c'est qu'il a des éléments, des charges suffisantes pour permettre de penser qu'il est bien l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Et c'est le juge qui, lorsqu'il va avoir tous ces éléments de preuve, comme je vous le disais, il n'y a pas un élément de preuve qui a une valeur plus importante intrinsèquement. C'est uniquement l'appréciation du juge qui va devoir forger son intime conviction avec tous les éléments qui lui sont apportés. Libre à lui de n'en considérer que certains et de ne pas considérer les autres. Ce qui importe par contre, c'est qu'il puisse derrière, une fois qu'il aura tranché, dit cette personne-là est coupable et je la condamne à temps, qu'il puisse justifier son jugement en s'appuyant cette fois sur des charges qui se sont transformées en preuves. Il estimera qu'il y a des preuves suffisantes pour démontrer que les faits qui lui sont reprochés ont bien été commis par la personne qui l'a jugé. Et c'est que du vocabulaire, hein. Ça reste la même preuve, hein. C'est juste une question de lexique. Juste une petite question sur l'avenir de ces indices ou de ces preuves. Il y en a, comme vous le disiez, qui sont conservés ou pas dans la décision. Il y en a qui ne sont pas utilisés. Après la décision, du coup, ces preuves peuvent éventuellement être utilisées pour une révision du procès. Du coup, ce matériel, comment il est conservé? Combien de temps? Sous quelles conditions? Est-ce qu'on peut demander la suppression d'un matériel à partir du moment où on a été reconnu innocent? Et voilà. Alors, comme vous l'avez dit, il est conservé pour les besoins du procès. C'est-à-dire qu'une fois que le procès est terminé, qu'on soit au correctionnel ou par exemple au criminel, vous avez un délai pour faire appel, c'est-à-dire pour que votre affaire soit réaudiencée et rejugée potentiellement. De deux choses l'une, soit vous utilisez de la voie de l'appel, et dans ce cas-là, on refait le procès, les éléments sont conservés. Donc si c'est des éléments sensibles, je pense qu'ils sont envoyés en laboratoire pour être conservés, sinon le reste,
est maintenu à disposition au scellé du tribunal pour être transmis ensuite à la cour d'appel. Si jamais vous ne faites pas appel, que la décision à force de chose jugée, c'est-à-dire qu'on considère que la vérité juridique est établie et qu'il n'y a plus de possibilité de réouvrir le procès, vous avez plusieurs possibilités une nouvelle fois. Soit il y a des éléments de preuve dont on va pouvoir demander la restitution. Je pense notamment à un téléphone. Sur la victime, on a récupéré son téléphone. La famille de la victime souhaite le récupérer. S'il n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, parce que c'est ça le critère, dans ce cas-là, on va pouvoir, s'il y a une demande de restitution, le rendre. Tout ce qui est ensuite les preuves qui concernent, qui sont des objets illégaux. Je pense notamment des stupes. À partir du moment où le procès est terminé, des stupes. Et tout ce qui n'est pas réclamé, si c'est de l'argent, vous vous doutez bien, ça répondra dans la caisse de l'État. Et pour tout ce qui est du reste, de l'armement, des véhicules, si on peut en faire quelque chose, ça sera vendu aux enchères publiques. Ça arrive. Ou distribué, par exemple, ça peut être le cas, distribué au service de police ou de gendarmerie, ça arrive. Ou ça sera détruit. Voilà. Et tout ce qui compte, en fait, c'est savoir si la décision est à l'autorité de la chose jugée, est-ce qu'elle est inattaquable ou pas. Si elle est inattaquable, comme je vous le disais, les éléments de preuve vont suivre ces différentes possibilités. Si par contre, la décision n'est pas encore devenue définitive, qu'il y a eu un appel, puis potentiellement une cassation, puis renvoi devant une cour d'appel, dans ce cas-là, on va les conserver tout au long du procès. Si vous ne le faites pas, c'est déjà arrivé, on doit pouvoir discuter de ces éléments de preuve à tout moment du procès. Si jamais il y a un élément de preuve qui a disparu, c'est arrivé parfois en matière de stupes, par exemple. Un avocat, singulièrement de la défense, ne peut pas demander à ce qu'on présente les scellés, qu'on puisse faire une autre analyse. Ça joue en sa faveur et ça peut aller jusqu'à la remise en liberté d'un individu. J'allais faire une petite boutade en disant que le jour où vous réussissez à avoir un policier ou un gendarme dans une belle voiture, c'est que forcément, elle appartient à un auteur. Mais que plus sérieusement, oui, il existe un grand centre qui appartient à la gendarmerie à Pontoise, dans leur super centre de police judiciaire, où on conserve un certain nombre de scellés sur la durée effectivement requise. Une exception par contre pour les empreintes génétiques. Comme je vous le disais, si vous êtes reconnu auteur d'une infraction pénale, notamment liée aux mœurs, ça va être conservé, je crois, de base, ouais, 40 ans. Si vous ne faites pas de demande particulière avant, c'est conservé 40 ans avant d'être détruit. Donc là, c'est un autre régime. Et par exemple, pour vous donner l'exemple des empreintes digitales, la création du fichier automatisé des empreintes digitales, ça date de 1987. Et initialement, ça devait être 25 ans ou 30 ans que les empreintes la conservation était obligatoire. Et donc, arrivé effectivement cette date butoir, il y a un certain nombre de fiches papier qui ont été détruites parce que justement, on arrivait en dehors du cadre légal. Donc, si l'auteur a été inséré dans le fichier automatisé en 87 et n'a pas commis une nouvelle infraction, sa fiche est détruite tant d'années plus tard. Par contre, si effectivement il a commis une autre infraction des années plus tard, il en reprend encore pour tant d'années. Mais effectivement, il y a un cadre légal pour tout, et surtout aussi pour tout ce qui est fichier, parce que c'est sensible en termes de caractère personnel. Moi j'avais une question peut-être plus pour Stéphane. Depuis que la science permet d'avoir tous ces éléments de preuve, tous ces indices qui sont parfois assez complexes, il y a la génétique, il y a la balistique, il y a d'autres domaines en informatique, ça devient extrêmement complexe. Alors la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que depuis tout ce développement technologique et scientifique, on a constaté que ça a eu un impact sur la manière dont les enquêtes sont menées d'une part, et sur la manière dont la justice doit fonctionner pour établir la culpabilité de quelqu'un et condamner une personne? Est-ce que ça a eu un impact et que vous avez été obligé de réviser la façon de fonctionner, oui ou non? Alors pour ma part, je suis jeune avocat, donc je n'ai pas eu à réviser grand-chose. S'il y a quelque chose qui a dû être constaté, c'est effectivement peut-être une plus grande professionnalisation des métiers initiaux que sont celui de la police et de la gendarmerie.
je veux dire tout ce qui était des techniciens d'éthique, c'est ça ? Voilà. Ça n'existait pas auparavant, donc toutes ces méthodes ont permis de donner de plus grands moyens aux services de police en général pour la résolution de leurs enquêtes. Ensuite, au niveau de la justice, je pense que ce qui a changé, d'une part, c'est le coût, parce que c'est un coût pour la justice. Quand on voit, quand on a accès au dossier d'un client, on voit les réquisitions qui sont faites, et quand ce n'est pas des services étatiques qui procèdent aux analyses, on fait appel à des prestataires extérieurs, on voit combien ça coûte. Je peux vous dire que ça coûte excessivement cher. Vraiment très 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 cher. Ne serait-ce que pour analyser un téléphone, on est sur plusieurs milliers d'euros. C'est vraiment très cher. Donc ça a engendré un grand coût pour la justice. Également, peut-être un recours beaucoup plus poussé aux sachants. Tout ce qui est différents experts, donc aujourd'hui, psychologues, psychiatres, mais aussi en balistique, en biologie. Donc, beaucoup plus de masse d'informations qui sont ajoutées au dossier. Après, pour nous, en tant qu'avocats, ça n'a pas changé grand-chose, puisque la plupart du temps, on se base sur des rapports. C'est-à-dire, je pense, on était sur l'ADN. Là, j'ai un gros dossier au criminel sur des faits de meurtre. Il y a eu des analyses ADN. Donc j'ai 80 pages d'analyse ADN pour savoir quels profils génétiques ont été identifiés, à quels endroits, qu'est-ce qu'on peut en déduire comme conséquence. Je peux m'évertuer à tout lire, je ne comprendrai pas tout, mais je peux néanmoins aller sur tout ce qui est résultat d'analyse, où là, les données seront explicitées. C'est-à-dire que je n'aurai pas la compétence pour remettre en cause la déduction de tel ou tel expert, ce n'est pas ma compétence là, mais par contre, ça sera accessible pour moi parce que l'expert aura fait son travail et aura rendu le document accessible aussi bien aux magistrats qu'aux avocats. Donc je ne pense pas que ça ait changé grand-chose, peut-être des affaires un peu plus complexes, aujourd'hui peut-être un peu plus difficile de défendre un client parce qu'on sait qu'il y a pour certaines affaires plus de possibilités de preuves, mais après sur l'exercice même du métier, je ne suis pas sûr que c'est là que se situe vraiment l'évolution. Peut-être plus pour les juges d'instruction ou les procureurs qui, eux, justement, ont à demander certaines choses et comment demander si on ne sait pas que ça existe. Je pense par exemple à l'odorologie, donc à l'empreinte olfactive détectée par les chiens, où c'est une preuve qui est toute récente. Et donc se dire, c'est quand même un challenge de se dire, ok, je vais l'accepter comme un moyen de preuve et comment le faire passer après et sur quelle base scientifique. Enfin, on tâtonnera toujours avant que ça devienne effectif. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Élodie Kulik, qui était une jeune banquière qui a été sauvagement assassinée un soir et pendant des années on n'a pas su qui c'était. Et bon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, je vous fais la fin. Désolée, vous n'aurez pas tous les épisodes, mais en fait, les avancées génétiques permettent ce qui s'appelle la recherche en parentalité. Et c'était, je ne sais plus si c'est le papa, l'oncle, en tout cas, l'oncle était connu, ou le père était connu dans la base de données des empreintes génétiques. Et donc, on a pu déterminer en fait que c'était son fils ou son neveu qui avait commis le crime sur Élodie Kulik. Et donc c'est parce que justement on a ces avancées notamment génétiques, mais il n'y a pas que la génétique, et là je vous donne cet exemple-là, et de se dire que 10 ans plus tard, on s'est dit jamais on réussira à trouver l'auteur de ce meurtre, et tout compte fait, effectivement la science a avancé et a permis de nouvelles avancées, et c'est comme ça que maintenant la recherche en parentalité est un moyen de preuve à part entière. Et en plus, ça a été diffusé justement auprès des juges d'instruction. Je sais qu'il y a la police technique et scientifique, puis les gendarmes qui interviennent aussi à l'école de la magistrature, parce que ça fait partie de la sensibilisation à leur cursus, de savoir qu'est-ce qui peut être demandé, qu'est-ce qui existe, et après, c'est comme tout un chacun à son travail, c'est de se tenir informé des dernières avancées. Oui, je voulais juste
poser des questions. À partir de quel moment vous classez les affaires? Par exemple, je pensais à l'affaire Grégory, vous parliez d'affaires comme ça qui sont qui mettent des années à être élucidées. Est-ce que, au bout d'un moment, il y a une décision qui est faite à ce niveau-là, faute de preuves? Effectivement, une affaire, comme je vous le disais, la phase d'enquête, pour schématiser, est entre les mains du procureur de la République. C'est-à-dire c'est lui qui prendra au final la décision de savoir ce qu'il va faire du dossier. Sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de renvoyer en jugement, c'est-à-dire que ce n'est pas une affaire criminelle, donc il n'est pas nécessaire d'ouvrir une information. Ce n'est pas une affaire complexe, on a déjà tous les éléments, on estime que le dossier est en état. Le procureur de la République renvoie devant une juridiction de jugement au pénal, tribunal correctionnel. Il peut recourir à des alternatives aux poursuites, par exemple une composition pénale ou un rappel à la loi. Il peut utiliser de tout un tas de choses pour condamner l'auteur, mais il peut également décider de classer le dossier. Il faut savoir qu'il y a de mémoire trentaine, il me semble, peut-être même 40 cas de classement sans suite. Aujourd'hui, quand on entend classement sans suite, on pense la plupart du temps au classement 21, qui dit voilà, soit il n'y a pas assez d'éléments de preuve pour démontrer qu'effectivement il y a eu la commission d'une infraction pénale. Donc ça peut être un motif, par exemple, pour le ministère public de dire ce dossier-là, on a les éléments qu'on pouvait avoir, on ne peut rien en tirer, il ne peut pas être jugé. Voilà. Ça peut être un classement pour auteur inconnu ou pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas eu, à son sens, d'infraction pénale. Donc vous avez une multitude de classements et effectivement, il arrive parfois que vous trouviez un corps. C'est arrivé que vous trouviez un corps, mais qu'il est impossible de remonter jusqu'à un auteur, j'ai envie de dire, suffisamment potentiel pour qu'on puisse envoyer ça en jugement. Il y a plein de dossiers. Moi, je me souviens d'un dossier du cabinet, même 10 ans après, c'était quoi? C'était un paysan, 70 ans, qui avait été retrouvé mort dans son lit, mort effroyable. De mémoire, il avait été poignardé, frappé, strangulé, la totale. 10 ans après, impossible de savoir ce qu'il en était. Les investigations ont été menées tout azimut. C'est la première fois que je voyais d'ailleurs un rapport de profilage, parce qu'on a recours aussi en France, dans une moindre mesure, à ce système de preuves. On voyait vraiment qu'il y avait des profilers qui avaient établi, en fonction de la scène de crime, en fonction de l'intensité des souffrances qui avaient été infligées aux défunts, quelle pouvait être la personnalité de l'auteur, mais impossible de remonter. Dans ce cas-là, malheureusement, je ne vais pas renvoyer une affaire devant un tribunal si derrière il n'y a pas un auteur à poursuivre. Parce que c'est tout le sens de la procédure pénale. La procédure pénale vise à constater, dans une certaine mesure, mais surtout la recherche et la poursuite des auteurs d'infraction pénale. Si vous ne trouvez pas d'auteur, vous classez le dossier. Après, ça ne veut pas dire que le dossier ne sera pas réouvert plus tard, sous couvert que les faits ne sont pas prescrits. Parce que là, c'est autre chose aussi. Si vous avez dépassé le délai de prescription, dans ce cas-là, malheureusement, il n'est plus possible de condamner la personne. En fait, c'était un petit peu le sens de ma question, c'était par rapport, je suis en pleine lecture de livres polars sur l'intervention de profiler. Donc justement, c'est un petit peu le sens de ma question sur dans quelles unités, et en particulier peut-être à Lyon, s'ils interviennent ou pas, et est-ce qu'ils peuvent, leurs paroles peuvent être prises comme preuve. Alors, de mémoire, j'avais fait une recherche parce qu'initialement, quand j'ai commencé mes études de droit, c'est ce qui m'intéressait. C'est très compliqué en France, c'est pas autant démocratisé, par exemple, qu'aux États-Unis. À l'époque où j'avais refait mes recherches, je crois qu'il existait 5 professionnels sur toute la France, tous à Paris, qui avaient compétence pour rendre un rapport de profilage. Alors, c'est pas de la science divinatoire, c'est des experts qui ont des compétences particulières en droit, en criminologie, en psychologie, et qui permettent, à l'aide
d'éléments concrets, de déterminer la personnalité potentielle, je dis bien potentielle, de l'auteur des faits. Par exemple, l'histoire dont je vous ai parlé, on pouvait déduire de l'intensité des souffrances qui ont été infligées, la multitude de moyens de procéder, étouffement, coup, le fait de le poignarder, qu'il y avait une dimension émotionnelle immense et que l'auteur connaissait forcément la victime. C'est ces petits éléments-là qui vont permettre de dessiner de façon plus ou moins précise la personnalité de l'individu. Comme je vous disais tout à l'heure, on est dans un système où la preuve est libre. C'est-à-dire que tous les modes de preuve sont acceptés. Il y a des exceptions aussi, la preuve doit répondre à certaines caractéristiques, mais vous pouvez produire n'importe quel élément, il n'aura pas une valeur inférieure ou supérieure aux autres. Après, voilà, poursuivre quelqu'un sur la seule base d'un rapport de profilage, c'est compliqué. La plupart du temps, ça vient en complément d'une multitude d'indices. Mais oui, c'est parfaitement recevable un type de preuve. Après, est-ce que ça suffira pour le juge pour prononcer une décision de culpabilité? Là encore, c'est du cas d'espèce. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui, que la police n'a pas fait le choix effectivement de développer ce volet-là, mais que la gendarmerie a une unité spécialisée en sciences du comportement. Je me déplace. Oui, Bérangère, tu nous avais dit que la direction centrale était à Lyon, qu'il y avait à peu près 1500 personnes dans le cadre de l'étude scientifique. Maintenant, si je suis dans le Bas-Rhin et qu'il y a un cadavre, est-ce qu'il y a une équipe mini et des études mini qui sont faites dans le cadre d'un décès? Alors, ce qu'il faut savoir sur vraiment le service national de police scientifique à Lyon, c'est qu'effectivement, il y a ces unités-là que je vous ai présentées. Il y a le laboratoire de Lyon. C'est vrai que je n'en ai pas parlé du volet laboratoire, où il y a 5 laboratoires en France. J'étais sûre que j'allais oublier. Paris, Toulouse, Lyon et Lille. Non, alors, mon mari, je suis très très inquiète. Et Marseille, merci, Marseille. Mais effectivement, donc ça, ce sont les 5 laboratoires qui vont procéder aux analyses qui seront récupérées sur le terrain. À Lyon, effectivement, on est 1200, mais il y a 4000 policiers scientifiques dans tous les commissariats de France. Plus, alors je ne sais pas combien ils sont, mais plus tous les gendarmes qui œuvrent, eux, sur tout le restant du territoire. En fait, les policiers, ils ont 5% du territoire dans les grandes villes. Si je fais schématique. Et les gendarmes, en fait, ils s'occupent de tout le reste. Donc, de toute manière, où que ce soit, il y aura forcément une unité de police ou une unité de gendarmerie spécialisée en police technique et scientifique qui interviendra. Alors, on parle d'analyse biomédique parce que on parle cadavre ou pas cadavre? Ah, les cadavres. Alors, si cadavre, de toute manière, il faut faire appel aussi à un médecin légiste qui, à minima, si tout se passe bien, viendra faire une levée de corps sur le lieu. Il va falloir après transporter effectivement notre cadavre à l'institution médico-légale, où là, c'est vraiment le médecin légiste qui fera son travail. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver sur notre cadavre? On va lui prendre les empreintes. On va essayer de passer dans la base de données en se disant, est-ce que c'est un cadavre? Alors certes, ça sera toujours une victime, mais est-ce que c'est un cadavre qui a été auteur dans une autre vie ou pas? On va lui prendre son ADN, on va faire des analyses en traces technologiques au sein des commissariats. Et là, Saint-Etienne rentre en ligne de compte. Ils ont ce qu'ils appellent maintenant un plateau technique. Il existe une 50aine pareil de plateaux techniques qui ne va faire que de la révélation de traces papillaires. En fonction du support sur lequel on a laissé notre trace, il va y avoir différentes techniques. Par exemple, sur un support qui va être lisse, on va utiliser une technique qui s'appelle le cyanoacrylate. Le cyanoacrylate, en fait, c'est de la colle qu'on va mettre dans une cuve à fumigation. On va mettre son objet lisse dans cette cuve à fumigation et c'est le cyanoacrylate qui va venir se coller sur la trace papillaire. Si on a du papier, on va avoir une autre technique. Et donc, qui fait que ce n'est pas un minimum d'analyse, c'est en fait tout ce qui est grosse analyse sera faite
à Écully à côté de Lyon. Mais après, les services territoriaux, c'est eux qui font tout le travail au quotidien. Enfin, donc non, il n'y aura pas minimum d'analyse, il y aura analyse faite avec la même qualité et avec la même intention que si c'était une grosse affaire ou que si c'était un cambriolage, puisque l'objectif c'était aussi de faire de la police de proximité et aussi de la PTS de proximité, et donc d'essayer, autant que faire se peut, l'objectif de toute manière c'est d'arriver à 100% de transport sur les cambriolages. D'autres questions? Bien, eh bien, puisqu'il n'y a plus de questions, il y a un moment où ça s'arrête. Je vous remercie beaucoup pour votre prestation et toutes les réponses que vous avez apportées à tout le monde. C'était super intéressant, mais ça on le savait dès le départ, on n'était pas inquiets.